Intro. Dans la vidéo précédente, j'ai abordé le concept de simulation dans le jeu de rôle. En substance, je considérais la simulation comme une méthode permettant de créer un processus menant à une modélisation interprétative de faits, d'actions et d'actes imaginaires. Je vous l'accorde, c'est une formule verbeuse, légèrement pompeuse, qui, en vérité, est tout ce qu'il y a de plus simple. En jeu de rôle, on fait semblant, on narre une aventure, on construit une histoire. Et, entre autres, pour assurer un brin de logique, de cohérence, de réalisme en accord avec l'univers dans lequel on évolue, on fait appel à des outils. J'en définissais alors deux, l'outil concret et l'outil abstrait. Et je pointais le fait que l'usage de ces deux outils n'était pas sans créer quelques problématiques. Il existe plusieurs supports pour faire exister des histoires. Il y a les livres et ses dérivés, le cinéma et ses dérivés, etc., etc. Chacun de ces supports doit régler à sa manière des contraintes auxquelles on n'échappe pas quand on construit un récit. Il y a le réalisme, la cohérence, la temporisation, les codes, les modes, l'art, l'intérêt du spectateur, du lecteur et j'en passe. Avec la plupart des supports, tout est prévu à l'avance. Le début, le milieu et la fin. Pour la littérature, le cinéma, on relit avant de publier, on regarde avant de projeter, afin de s'assurer de la cohérence, du rythme. Dans le jeu de rôle, ce n'est pas aussi simple. Lorsque l'on joue, on écrit une histoire, on pourra la raconter à la fin. La difficulté, c'est que des contraintes surgissent pendant le récit, au moment même où il se construit, où il est consommé. Les joueurs sont à la fois les acteurs et les spectateurs de l'histoire, en même temps et en direct. Ils vont influencer la trame narrative, la modifier. Dans le jeu de rôle classique, le meneur va devoir rebondir, rééquilibrer, gérer ce qui est prévu et ce qui n'était pas prévu. Et surtout, ne pas laisser transparaître qu'il n'est plus dans la trame. Rajoutez à cela que l'on va passer régulièrement de la narration à la simulation et vous obtenez un rythme assez particulier. Il devient alors complexe pour le meneur de gérer toutes les contraintes, de garder le rythme. Il va devoir ruser. Lorsque l'on pratique le jeu de rôle, on peut considérer qu'il y a plusieurs états, à la temporalité élastique. Il y a celui où le meneur raconte, et les joueurs écoutent. Il y a celui où les joueurs disent ce qu'ils font, et le meneur écoute. Il y a celui où l'on joue ce que l'on fait, lorsque par exemple, on est dans une discussion entre PJ et PNJ. C'est là où on peut faire l'acteur. C'est probablement l'un des rares moments en temps réel. Il y a celui où les joueurs discutent entre eux de ce qui se passe, de ce qu'ils font. Ils élaborent des plans, ils réfléchissent à haute voix. Il y a celui où l'on consulte ses compétences, ses bonus, où on lance des dés, où l'on simule. Il y a celui où on est hors ou à côté du jeu, lorsque l'on fait par exemple des vannes qui n'ont rien à voir avec l'univers, ou lorsqu'on consulte son téléphone en pleine partie. Et il y a celui où on est au-dessus du jeu, ce qu'on appelle le metagame. Ces situations provoquent des paradoxes, des problèmes avec lesquels il va falloir jongler. Un exemple de paradoxe. Prenons les voyages et les combats. Si un déplacement entre deux lieux doit prendre 8 heures dans la vie des personnages, et que rien ne doit spécialement se passer, la séquence durera quelques secondes. Comme au cinéma, ou en littérature, les fameuses ellipses temporelles. On réduit donc 8 heures en quelques secondes, et cela ne gêne personne. Quoique. Alors qu'une simple bagarre dans une auberge qui, de manière réaliste, ne devrait pas dépasser les 45 secondes, prendra en termes de jeu et de simulation parfois plus de 15 minutes, ce qui est rarement le cas au cinéma, même si on use et on abuse de ralenti. Bien évidemment, en fonction de l'univers, du système, des joueurs, ce qui est pesant pour les uns sera plaisir pour les autres. Ce qui est utile pour les autres sera inutile pour les uns. On peut ainsi aimer passer beaucoup de temps à gérer les combats, avec précision, technicité. On va aimer optimiser ses tactiques, optimiser ses dommages, mais on peut aussi trouver cela anecdotique, accessoire, pesant, contraignant. On peut trouver que cela casse le rythme. Évidemment, si l'univers proposé est celui des mousquetaires du roi, on peut s'attendre à de la précision dans les duels à l'épée, à la gestion de bottes secrètes, mais ce n'est pas obligatoire. Le meneur va pouvoir utiliser quelques-uns de ces états et cette temporalité élastique pour gérer discrètement quelques contraintes. Il va, par exemple, pouvoir profiter des discussions entre joueurs faisant le point pour regarder ses notes et trouver comment remettre le scénario sur les rails. Il va écouter les joueurs pour vérifier la compréhension qu'ils ont du scénario, ou pour s'appuyer sur leurs idées afin de satisfaire leurs envies, ou simplement parce qu'elles sont bonnes et relancent l'intrigue. Bref, dans un jeu de rôle classique, le meneur est le maître du temps. C'est lui qui va essayer de donner du rythme. Et pour cela, il va aussi passer de l'outil de simulation concret à l'outil de simulation abstrait. D'une résolution stricte un poil longue à une résolution plus instinctive, un poil plus rapide. Ce sont probablement ces contraintes qui sont à l'origine des différentes approches de la pratique, des chapelles, et, bien heureusement, des multiples propositions ludiques. Chaque jeu de rôle essayant de gérer au mieux les problématiques constatées par ses auteurs. Il est clair que si l'on trouve que de trop fréquents appels à la simulation concrète brisent l'élan narratif, on va vouloir s'en détacher le plus possible, en allégeant le système, en le rendant plus fluide, en donnant une plus grande place à la simulation abstraite. Si on veut du réalisme dans les prises de décision des joueurs, on va vouloir limiter, contrôler, interdire les discussions, les échanges dans les moments délicats. Par exemple, rarement, durant une bagarre, les protagonistes font le point à haute voix sur ce qu'ils comptent faire. On n'entend jamais « Hey, moi je vais me faire le mec là, celui de dos, avec la batte de baseball. Il me voit pas là, je vais pouvoir le taper sans qu'il s'en rende compte. » Là, forcément, à haute voix, le mec l'a entendu. En tant que joueur, et surtout en tant que meneur, la question à se poser est « À quoi donnez-vous la priorité et pourquoi ?»
Je disais dans la vidéo Diez 5 que le jeu de rôle était un grand bac à sable et qu'à ce titre, on pouvait en faire ce que l'on voulait. Force est de constater que tous les joueurs n'abordent pas le système, l'outil concret donc, de la même manière. À tel point qu'il y a plusieurs théories et forcément quelques querelles de clocher. Entre ceux qui affirment que le système n'a pas d'importance, système doesn't matter, et ceux qui l'appliquent scrupuleusement, il y a un fossé. Que dis-je? Une crevasse, un abîme. Évidemment, chacun a raison, puisque l'idée est de jouer comme on l'entend. Et bien souvent, on joue dans le cadre privé. Et chez soi, on fait bien ce que l'on veut, si tant est que tout le monde est consentant. Chez soi, on fait bien ce que l'on veut, surtout lorsqu'il s'agit d'un loisir. Nous ne pratiquons pas tous le jeu de rôle avec les mêmes attentes. Nous n'utilisons pas tous les mêmes processus cognitifs. Nous ne nous appuyons pas tous sur les mêmes outils. Nous ne les utilisons pas tous pour les mêmes raisons, ni au même moment. Les possibilités offertes par la pratique sont si vastes qu'il me paraît difficile de fixer une ligne de conduite universelle. Chacun doit composer comme il l'entend, comme il le sent. Mais quelle que soit la pratique, l'outil concret comme l'outil abstrait générera des problématiques et des paradoxes. Et c'est sans doute la manière dont on décide de les gérer qui conduit à utiliser plus l'un que l'autre, nier l'un au profit de l'autre, et vice réciproquement. Ce qu'il faut retenir, c'est que le jeu de rôle est un mix délicat entre narration et simulation. Et ce sont les contraintes de ce mélange, leur temporalité et la manière dont vous voulez les régler, les gérer, qui induit le style de vos parties. Êtes-vous plus narration que simulation? Êtes-vous plus outil concret qu'outil abstrait? Ou le contraire? Peut-être ne le savez-vous pas encore. Personnellement, j'ai des priorités quand je mène une partie. Mais c'est un autre sujet, j'y reviendrai. C'est pour cela que je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner et à cliquer sur la cloche, pour être prévenu lorsque la prochaine vidéo sera mise en ligne. Parce que je vais revenir, car le jeu de rôle, c'est simple, mais c'est aussi complexe.